Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi d'abord de rendre hommage à la Commission des Affaires étrangères, à ses administrateurs, à ses membres, à son président nouvellement élu, que je félicite, aux prédécesseurs de votre président, Marielle de Sarnège et Jean-Louis Bourlanges, qui ont su l'un et l'autre cultiver l'esprit de pluralisme et de respect des différences qui soufflent sur cette Assemblée. Hommage au rôle essentiel de cette commission pour légiférer, et j'ai à l'esprit la loi de 2021 sur l'aide publique au développement, pour contrôler l'action du gouvernement, et je ne n'oublie pas que vous attendez légitimement la constitution de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement, et puis pour informer les Français sur la situation du monde, et je mesure que j'ai devant moi certains des meilleurs experts dans le pays, des zones géographiques, des sujets transversaux, des enjeux globaux auxquels notre pays fait face. Hommage ensuite, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, à la diplomatie parlementaire, cet instrument essentiel pour faire entendre la voix singulière de la France, cette voix dont nous sommes, vous et moi, les dépositaires. Car oui, Mesdames et Messieurs les députés, la voix de la France est singulière. C'est la voix du droit international et de la justice. Elle n'est l'otage d'aucun clan. Elle ne courbe jamais l'échine devant les puissances et devant les intérêts particuliers. Cette voix singulière, c'est celle d'Aristide Briand, portant la Société des Nations sur les fonds baptismaux. Celle de Robert Schuman, qui retentit le 9 mai 1950 dans le Salon de l'Horloge et qui fait basculer le destin de l'Europe. Celle de Maurice Couve de Mourville, artisan de la grandeur de la France et de la politique de dissuasion nucléaire. Celle d'Hubert Védrine, dénonçant l'inacceptable unipolarité du monde. Celle de Dominique de Villepin, refusant d'engager la France dans une guerre injuste en Irak. Ou encore celle de Laurent Fabius, annonçant il y a 10 ans l'adoption historique de l'accord de Paris. C'est la voix de l'équilibre, de l'humanité, de la justice, la voix qu'attendent les opprimés et que redoutent les oppresseurs. Et la voix de la France, Mesdames et Messieurs les députés, est singulière au Proche-Orient. La semaine dernière, le 7 octobre, sur le site du festival Nova, la France était aux côtés des victimes, des familles des victimes du pire massacre antisémite depuis la Shoah, pour panser les plaies et sécher les larmes. Aux côtés de la population d'Israël dans son ensemble pour lui dire que la France n'oublie pas ni les plus de 1200 victimes, dont 48 sont françaises, ni les otages, tous les otages. Erez, 11 ans, Eitan, 12 ans, Sahar, 16 ans, Mia, 21 ans, libérés après d'intenses efforts dans la joie et dans les larmes. Elia et Orion, assassinés. Ofer, 52 ans, et Odad, 50 ans, père de famille, retenu captif depuis 1 an dans la bande de Gaza avec tous ceux qui partagent leur sort. Le président de la République et le Premier ministre ont reçu leur famille le même jour. La France n'abandonnera jamais ses compatriotes. Tous les otages doivent être libérés sans condition. Parce que la France ne fait pas de distinction entre les victimes civiles, la France se tient aux côtés des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie depuis le premier jour. Nous avons organisé une conférence de soutien à Gaza 1 mois après le 7 octobre, qui a permis de lever 1 milliard d'euros et qui a été suivie par 5 conférences internationales de haut niveau. Nous avons été le premier pays du G7 à appeler au cessez-le-feu et avons soutenu 4 propositions de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies allant en ce sens. Nous avons été le premier pays occidental à prendre en charge les enfants gazaouis blessés grâce à la mobilisation des moyens du ministère des Armées. Nous avons été moteurs dans l'adoption de trains de sanctions à l'encontre des colons extrémistes et violents. Et nous sommes l'un des rares pays du monde à soutenir directement, grâce au crédit budgétaire que vous serez amenés à voter dans quelques semaines, l'autorité palestinienne aujourd'hui. Et nous plaidons pour une solution politique permettant aux 2 peuples de vivre en paix et en sécurité. Elle passe par la création d'un État palestinien, par des reconnaissances collectives et réciproques, et par des garanties de sécurité pour Israël. Au Liban aussi, la France fait entendre sa voix. Le Hezbollah porte une lourde responsabilité dans cette situation. Il a entraîné le Liban dans une guerre que le peuple libanais n'a pas choisie. Déjà des milliers de morts, dont 2 de nos compatriotes. Déjà des centaines de milliers de déplacés, de nombreux blessés. Si nous ne faisons rien, le Liban demain pourrait ressembler à la Syrie aujourd'hui, livré au trafic de drogue, au terrorisme, avec des millions de malheureux jetés sur les routes de l'exil. C'est la raison pour laquelle nous organiserons le 24 octobre une conférence internationale en soutien au Liban pour permettre de tracer des perspectives, permettre de mobiliser l'aide humanitaire, en garantir l'acheminement, mais également accompagner les acteurs libanais
dans leur désir de vivre en paix, en sécurité, dans un État fonctionnel, capable d'assurer leur prospérité. La voix de la France est singulière en Ukraine. C'est en effet le destin français et le destin européen intimement liés pour lesquels nous continuons d'œuvrer et pour lesquels je continue à me mobiliser dans ce ministère. Car le combat des Ukrainiens, c'est aussi le nôtre. Bien sûr parce que c'est un enjeu de sécurité pour nous, Européens. Bien sûr pour des raisons humanitaires. Et je pense à la situation des enfants de l'Ukraine, blessés, traumatisés, parfois kidnappés ou déportés. Mais aussi parce que nous sommes les garants d'un ordre international fondé sur le droit, qui nous prémunit, nous, mais qui prémunit l'ensemble des peuples du monde contre la loi du plus fort. Et si l'Ukraine devait tomber, c'est tout l'édifice conçu en 1945 par nos prédécesseurs, et dont nous sommes les garants, qui s'effondrerait avec elle. En empêchant la défaite de l'Ukraine, nous préparons la victoire des principes auxquels nous croyons, des sociétés libres et démocratiques, la dignité de la vie humaine, des relations entre États encadrées par des règles de droit, la maîtrise de notre destin, qu'il s'agisse des prix de l'énergie ou du blé, ou du fonctionnement de notre espace numérique. Notre soutien en matière civile et militaire est connu, je pourrais y revenir plus en détail si vous le souhaitez. Il est et sera à la mesure de la détermination des Ukrainiens sur le terrain comme ailleurs dans la société. La voix de la France est aussi singulière, mesdames et messieurs les députés, en Afrique. Comme nous, l'Afrique est confrontée à de nombreux défis, qu'il s'agisse des crises économiques, des inégalités de destin et tensions sociales, des conséquences du dérèglement climatique. La France est à l'initiative pour agir aux côtés de nos partenaires africains, y compris dans les situations les plus compliquées. Aussi, au Soudan, où une personne sur deux a aujourd'hui besoin d'une aide d'urgence, la France est là. En 6 mois, grâce à nos efforts, 90% des 2 milliards d'euros d'engagements financiers humanitaires pris lors de la conférence de Paris pour le Soudan ont été décaissés. Des avancées ont été obtenues en matière d'accès humanitaire, dont la réouverture du couloir d'Adré entre le Tchad et le Darfour. J'y ai travaillé en marge de l'Assemblée générale des Nations unies avec mes homologues allemands, américains et le haut représentant de l'Union européenne. Nous ne relâcherons pas nos efforts. Dans la région des Grands Lacs aussi, quel est notre rôle ? Tout faire pour obtenir la désescalade et construire la paix. Nous soutenons la médiation que conduit aujourd'hui l'Angola entre la RDC et le Rwanda. La France pèse aussi parce qu'elle sait créer des partenariats qui soient à la fois mutuellement bénéfiques et porteurs d'opportunités. Et je sais que cette commission y a beaucoup travaillé, au premier rang desquels son président. Pour servir les intérêts de nos concitoyens, nos entrepreneurs, nos artistes, nos innovateurs, nous devions renouveler nos partenariats sur le continent africain. Notre ministère est à la manœuvre pour renforcer nos liens avec les sociétés civiles, les jeunesses et les diasporas, et quand cela est nécessaire, raccommoder l'ouvrage, faire face à toutes les mémoires, retrouver des énergies communes pour aller de l'avant. Il faut être à la hauteur de nos liens, à la hauteur des intérêts de la France et des Français. Les défis qui sont devant nous, qu'ils soient géopolitiques, sécuritaires, économiques, démographiques ou climatiques, trouvent tous une part de leur réponse au sud de la Méditerranée, sur ce continent qui compte plus du quart des États membres des Nations Unies et qui comptera en 2050 plus de 2 milliards d'habitants. Établir avec les pays africains, partout où cela est possible, des partenariats refondés sur la base d'intérêts mutuellement reconnus, est donc une absolue nécessité, et je dirais même un impératif diplomatique. La voix de la France est singulière, mesdames et messieurs les députés, en Europe. Si singulière qu'il lui est arrivé d'être parfois isolée. Isolée il y a 7 ou 8 ans quand elle a parlé de souveraineté et d'autonomie stratégique. Mais l'histoire récente nous a donné raison. En matière de politique industrielle, nous avons su emmener l'Europe autour de l'agenda de Versailles. Nous avons su convaincre nos partenaires autour du salaire minimum, de la réglementation des géants du numérique, de la nécessité d'imposer le principe de réciprocité dans les échanges commerciaux. Nous avons su nourrir, je dirais même ouvrir, le débat et des possibilités nouvelles en matière de défense. Une Europe plus forte, plus souveraine, plus unie, plus indépendante, voilà ce que la France, aux côtés de l'Allemagne, porte aujourd'hui, et je ferai en sorte que notre tandem demeure un moteur. Et si notre soutien à l'Ukraine doit se poursuivre aussi longtemps et aussi intensément que nécessaire, c'est aussi parce que le destin de notre continent en dépend, sa souveraineté et son autonomie stratégique. Cette ambition, nous la porterons également avec nos amis polonais, en format Weimar, qui a été remis sur les rails par mon prédécesseur Stéphane Séjourné, notamment pour répondre aux menaces informationnelles, les ingérences étrangères, les manœuvres, qu'elles soient russes ou autres,
Nous les mettrons sur la place publique au plan national, mais aussi en européen. Nous les dénoncerons et nous les préviendrons. La France aura besoin de l'Europe, comme l'Europe aura besoin de la France, pour bâtir une Europe puissante par son autonomie stratégique. Je continuerai à appuyer nos efforts pour que l'Europe de la défense prenne forme, pour qu'elle se hisse à la hauteur des menaces qui nous guettent. La voix de la France est singulière et ce sera mon dernier mot avant de passer aux questions budgétaires, dans le concert des nations et à l'ONU. La France ne se contente pas d'occuper son siège, certes confortable, de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Non, la France assume pleinement sa vocation de garant de l'ordre international fondé sur le droit et de la Charte des Nations Unies. Voilà notre seule boussole, celle que nous utilisons pour condamner la guerre de la Russie contre l'Ukraine, pour condamner les attaques terroristes commises par le Hamas le 7 octobre, pour exiger la libération des otages, pour exiger l'accès à la population civile de Gaza. Pour que les autres crises internationales ne soient pas oubliées, j'ai parlé du Soudan, sur lequel nous avons poussé le Conseil de sécurité à s'exprimer. Et c'est cette même boussole qui nous conduit à mener une diplomatie féministe, et avec d'autres à refuser que les femmes afghanes soient effacées par les talibans, à refuser l'impunité, comme c'est le cas pour rendre justice aux femmes yézidis, à combattre les violations des droits des femmes en ligne. Cette responsabilité, c'est celle de tout faire pour soutenir et protéger les acteurs humanitaires qui portent secours aux civils, comme ce fut le cas pour les Arméniennes et les Arméniens déplacés de force après l'attaque de l'Azerbaïdjan. Cette responsabilité, c'est celle aussi d'adapter les enceintes multilatérales aux enjeux et aux réalités d'aujourd'hui pour consolider leur légitimité. Et donc celle d'élargir le Conseil de sécurité en soutenant l'entrée de l'Inde, du Japon, du Brésil et de l'Allemagne, mais aussi une présence africaine. Et celle d'affronter la menace climatique et environnementale qui touche tout le monde et qui affecte particulièrement l'Europe. C'est pour ça que nous protégeons les poumons de notre planète, et notamment les océans. La France a joué un rôle déterminant dans la conclusion de l'accord BBNJ, et je veux saluer l'action des parlementaires présents dans cette commission, qui ont eux aussi porté ce sujet de toute leur force. Elle renforcera encore cette ambition à Nice, où elle organisera la conférence des Nations Unies avec le Costa Rica. Enfin, c'est la responsabilité de soutenir nos partenaires qui subissent de plein fouet cette crise climatique et souvent en même temps la crise de la dette. C'est pourquoi la France a accueilli en juin 2023 un sommet pour un nouveau pacte financier mondial, le pacte pour les peuples et la planète, déjà endossé par 66 pays. Contre tous les vents contraires, contre le surgissement de la violence et de la brutalité dans les relations internationales, la voix de la France ne variera ni ne faiblira. Il y aurait beaucoup d'autres sujets d'actualité à évoquer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, mais je veux en venir à présent à la présentation du budget de mon ministère tel qu'il vous a été soumis par le gouvernement et sous réserve de son adoption définitive. Comme vous le savez, ce budget devait connaître, entre 2024 et 2027, une hausse importante, historique, de ses moyens pour réarmer et moderniser la diplomatie, mais aussi pour porter nos objectifs en matière d'aide publique au développement. Dans le contexte budgétaire que vous connaissez, le plafond des crédits du ministère a été révisé à la baisse, comme c'est le cas pour la plupart des ministères, y compris ceux bénéficiant de lois de programmation. Mon ministère continue donc d'apporter sa contribution à l'objectif de maîtrise des finances publiques fixé par le Premier ministre. Et vous m'aurez entendu dire « continue », car comme vous le savez, le ministère a pris une part significative dans les annulations de crédits et dans les surgels décidés par le précédent gouvernement en février et juillet dernier. Le montant total de ces coupes, donc on parle de 2024 et non pas du budget de 2025, est de 880 millions d'euros, soit 12,5% de notre budget pour l'année 2024. Les 3/4 de ces économies ont concerné le programme 209, qui porte nos moyens d'aide publique au développement et qui a été ramené à son niveau de 2021. Les coupes ont porté en grande partie sur l'aide projet, c'est-à-dire notre soutien bilatéral à travers des projets en dons. Nous avions évidemment veillé à ne pas créer d'impasse, notamment pour l'Agence française de développement. Nous avons également, dans une moindre mesure, dû réduire les contributions volontaires que nous versons aux entités des Nations Unies pour conduire des projets sur des secteurs prioritaires, ainsi que les moyens de la provision pour risques majeurs, qui nous permettent de débloquer rapidement des fonds pour apporter un soutien aux pays subissant des crises aux conséquences humanitaires d'ampleur. Nous avons veillé à préserver des instruments qui ont fait preuve de leur efficacité, je suis toujours en 2024, notamment les fonds Équipe France, qui permettent à nos postes à l'étranger de conduire des projets de montant limité, mais à forte valeur et visibilité politique. Au sein de la mission Action extérieure de l'État, le second programme porté par le
le premier programme, progrès par le ministère, le programme 105, Action de la France et de l'Europe dans le monde, a été affecté par les coupes, 153 millions d'euros au total. Dans ce contexte, ce sont les chantiers de réforme et de modernisation visant à rendre notre diplomatie plus agile qui ont été protégés en priorité. Ces chantiers sont issus des recommandations formulées dans le sillage des États généraux de la diplomatie, regroupés dans un agenda de la transformation. Ils mobilisent l'ensemble de mes services depuis plus de 18 mois et leur mise en œuvre est impressionnante. Le taux de réalisation des recommandations de ces États généraux est actuellement de plus de 80%. Nous avons fait le choix de préserver les crédits qui y concourent, tout particulièrement ceux concernant le numérique et la sécurité diplomatique. Sur le programme 185, Diplomatie culturelle et influence, les annulations de crédits ont été principalement portées sur les subventions aux opérateurs au profit des actions au service de notre politique d'influence et notamment l'augmentation du nombre de boursiers étrangers ou le soutien aux réseaux culturels et de coopération. Nous aurons l'occasion de revenir de manière plus approfondie sur les choix qui ont été opérés sur les crédits 2024 au printemps prochain, lors du printemps de l'évaluation. J'en viens maintenant au projet de loi de finances 2025. Le budget 2025 du ministère prévu par le PLF confirme globalement les économies opérées en 2024 et prévoit une économie additionnelle de 200 millions d'euros. En volume, le plafond ministériel est de 5,7 milliards d'euros en crédit de paiement, soit une diminution d'1 milliard d'euros par rapport à la loi de finances initiale de 2024. Et pour le redire, on revient à peu près à l'étiage de la loi de finances initiale de 2021. Constatez que le ministère est appelé à contribuer de manière conséquente à l'effort de redressement de nos finances publiques. Dans ce cadre, nous procéderons avec méthode pour préserver nos chantiers et nos actions prioritaires. Et dans ce contexte, je serai guidé par 3 critères. 1. Préserver les actions et leviers qui sont les plus décisifs pour nous permettre de porter la voix singulière de la France dans le monde. Cela passe évidemment par notre réseau diplomatique à l'étranger, les moyens qui sont à sa disposition, mais également par les leviers d'action tels que notre capacité à agir au cœur des crises, en soutien aux populations en détresse et à leurs autorités sollicitant de l'aide. 2. Préserver les leviers qui agissent directement sur le quotidien de nos compatriotes. Je pense évidemment aux 2,5 millions de Français établis à l'étranger qui trouvent comme interlocuteur pour toute étape de vie ou démarche administrative nos services consulaires, mais pas uniquement. Je pense à l'action décisive que met notre ministère pour préserver la sécurité des Français, répondre aux défis migratoires, protéger et renforcer notre souveraineté économique, notre tissu industriel et nos emplois. Et puis troisièmement, veiller à ce que ces contraintes budgétaires ne conduisent pas à l'abandon des investissements qui permettront de rendre notre administration et notre diplomatie plus innovantes, créatives et efficaces. Je donne un exemple, la montée en puissance de notre académie diplomatique et consulaire qui sera chargée de projeter encore davantage l'inventivité et l'excellence française dans notre action à l'étranger. Voilà la méthode qui sera la mienne pour opérer les choix nécessaires alors que nos moyens diminuent, des choix auxquels vous serez évidemment étroitement associés. Je vais ainsi vous présenter les moyens prévus par le projet de loi de finances 2025 en commençant par les crédits dédiés à nos effectifs. Les dépenses de personnel qui représenteront plus de 1,15 milliard d'euros, soit des crédits en hausse de 2,5 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale 2024. La mesure la plus importante à mes yeux dans ce domaine est la création de 75 nouveaux ETP qui s'ajoutent aux 265 créés sur la période 2023-2024. Certains estimeront peut-être que le compte n'y est pas, puisque les engagements qui avaient été pris ou évoqués, c'était une trajectoire de 700 ETP d'ici 2027, dont 150 ETP en 2025. Dans le contexte que nous connaissons, la préservation de la création de ces 75 ETP constitue une marque de confiance dans notre diplomatie, et ce d'autant plus qu'il est prévu 200 créations supplémentaires d'ici 2027. Il y a là, et je sais que vous en avez conscience, une rupture claire dans la durée avec les années d'érosion de nos moyens qui ont conduit à plus de 3000 suppressions d'ETP entre 2006 et 2021. Et je serai particulièrement attentif, je sais que vous le serez aussi, à ce que ces 75 ETP viennent renforcer les effectifs dédiés à nos priorités de politique étrangère, notamment dans le réseau à l'étranger, et à la poursuite de la mise en œuvre de l'agenda de transformation. Avec ces 75 ETP, le plafond d'emploi est ainsi porté à 13 892 emplois. 13 892, certains ici trouveront que ce n'est pas assez, d'autres que c'est un peu trop. C'est l'équivalent des moyens humains de la métropole de Toulouse. Et c'est avec ces moyens humains que nous assurons le fonctionnement de plus de 170 postes diplomatiques à travers le monde.
J'en viens maintenant aux 4 programmes principaux dont le ministère a la charge, en commençant par le programme 105, Action de la France en Europe et dans le monde. Comme vous le savez, ce programme rassemble les moyens de notre action diplomatique et les crédits de fonctionnement des ambassades et des consulats. Il porte aussi le financement de plusieurs contributions obligatoires de la France à l'international, telles qu'au système des Nations Unies ou à la Facilité européenne de paix. Les crédits consacrés à ces contributions internationales et aux opérations de maintien de la paix s'élèvent à 820 millions d'euros. Ils sont en baisse de 110 millions d'euros par rapport à 2024, mais cela s'explique par des facteurs externes, comme la diminution mécanique de notre contribution à la Facilité européenne pour la paix et la baisse mécanique de notre quote-part au budget régulier des Nations Unies. S'agissant des sommets internationaux qui se tiendront en 2025, 25 millions d'euros de crédits exceptionnels permettront d'assurer l'organisation notamment des 2 grands sommets, celui pour l'intelligence artificielle et celui que j'ai cité sur les océans. En second lieu, les moyens dévolus à la poursuite de la mise en œuvre de cet agenda de transformation que j'évoquais tout à l'heure voient leur ambition réduite mais préservée, afin de moderniser et renforcer notre action. Nous maintenons le budget de la direction du numérique par rapport à la loi de finances initiale 24 avec 58 millions d'euros pour continuer à accompagner les évolutions des métiers de la diplomatie et mettre en œuvre des technologies innovantes telles que l'intelligence artificielle au service d'une plus grande efficacité. Les crédits dédiés à la sécurité sont stabilisés pour ce qui concerne l'administration centrale, renforcés s'agissant de nos emprises diplomatiques et consulaires, avec une hausse globale de 2,6 millions d'euros. Nous poursuivrons ainsi le renforcement de la protection de nos ambassades les plus exposées et l'achat de véhicules blindés, mais avec des moyens plus importants, nous aurions sans doute pu faire plus sur ce sujet. Les moyens alloués à la direction des ressources humaines, hors dépenses de personnel, augmentent de 1,5 million d'euros, notamment pour assurer la montée en puissance de cette académie diplomatique et consulaire que j'évoquais. J'en viens maintenant au programme 151, les crédits consacrés à nos ressortissants établis hors de France et de passage à l'étranger à travers l'action consulaire. En 2025, les crédits du programme connaissent une baisse de 5% par rapport à la LFI 2024 pour s'établir à 156,9 millions d'euros. En cohérence avec le projet de modernisation de l'administration consulaire, les moyens consacrés aux projets prioritaires sont renforcés. Ainsi, la finalisation du registre d'état civil électronique qui permettra la production dématérialisée d'actes d'état civil et qui est prévue pour la fin de l'année 2025. En outre, nos services travaillent au développement d'une nouvelle solution de vote par Internet, plébiscitée par les électeurs lors des élections législatives. Et je termine en évoquant le projet de modernisation par la mise en œuvre du service France Consulaire de réponse téléphonique aux ressortissants français de l'étranger. Ce service, dont le périmètre s'était élargi à 60 pays cette année, achèvera son déploiement en vue de la couverture mondiale à l'horizon fin 2025. S'agissant des dépenses du programme 151 hors projet de modernisation, elles sont en légère baisse. Il y a, vous les connaissez, l'enveloppe pilotée par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, la EFE, concerne les aides à la scolarité et s'établit à 111 millions d'euros. Principale dépense du programme, puisqu'elle en représente 71%, ces aides continueront de permettre à nombre d'élèves à travers le monde d'accéder à nos lycées, outil fondamental de notre politique d'influence. Elle est complétée par une enveloppe de 2 millions d'euros consacrée à la poursuite de l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Donc il y a l'AEFE, mais il y a, comme vous le savez, ensuite, dans ce programme 151, les crédits consacrés à l'action sociale de nos postes qui s'élèvent dans la copie que vous avez sous les yeux à près de 20 millions d'euros, dont 15 millions d'euros en aide directe. Troisième programme, le 185, celui qui est consacré à notre diplomatie culturelle et d'influence. Ces crédits s'établissent en 25 à 675,9 millions d'euros, soit une baisse de 6,3% par rapport à la LFI 2024, un retour à son niveau de 2023. Nous continuerons la mise en œuvre de notre feuille de route en matière d'influence en priorisant l'Europe, l'Afrique et l'Indo-Pacifique. Plusieurs actions œuvreront au rayonnement de la France à l'international. D'une part, grâce aux moyens alloués aux bourses de mobilité étudiante, dans un contexte de compétition internationale accrue, la politique d'attractivité étudiante entreprise ces dernières années se poursuit en 2025. J'en ai exposé tout à l'heure l'utilité pour notre pays. Pour cela, la dotation de 70 millions d'euros en 24 est maintenue en 25 afin de contribuer à promouvoir l'attractivité universitaire et scientifique de la France à l'étranger. Nous nous efforcerons de poursuivre l'action en faveur de l'objectif de doublement des bourses à l'horizon 27, malgré les moyens plus limités qu'initialement prévus. D'autre part, à travers les établissements à autonomie financière, les EAF, dont la dotation de fonctionnement est préservée à hauteur de 45,7 millions d'euros.
En outre, si, comme en 2024, l'ensemble des opérateurs a dû être mis à contribution par une légère diminution de leur dotation, les moyens consacrés à l'influence et à notre diplomatie culturelle garantissent l'inscription dans la durée de cette politique de rayonnement. J'en viens au 4e programme, celui qui est le plus affecté par les baisses, qui est le programme 109, l'aide publique au développement. Et le programme 110 qui est en tutelle partagée, si je puis dire. Sur le périmètre des programmes 209 et 110 qui portent nos principaux crédits, la mission APD avait vu ses moyens doubler entre 2017 et 2024. Ces moyens connaîtront en 2025 une baisse de 1,4 milliard d'euros par rapport à la loi de finances initiale 2024. Cela confirme les économies demandées en 2024 et en demande de nouvelles. Programme 209, consacré à la solidarité avec les pays en développement, est le principal mis à contribution. À ce stade, 857 millions d'euros de baisse par rapport à la LFI 2024, ce qui le ramène globalement à son niveau de 2021, avec 2,4 milliards de crédits de paiement en baisse de 26%. Cela va nous demander de prioriser nos engagements tout en cherchant à préserver notre place parmi les principaux acteurs de la solidarité internationale. C'est une équation exigeante, mais nous tâcherons d'essayer de la résoudre. J'insiste, notre capacité à apporter une réponse d'urgence lors du déclenchement de crises aux conséquences humanitaires graves doit demeurer un volet prioritaire de notre action. Les crédits dédiés à l'aide humanitaire s'élèveront donc à 500 millions d'euros en 2025, un montant qui sera diminué par rapport à 2024, qui prévoyait près de 900 millions d'euros début 2024. Nous espérons des débats parlementaires le maintien de la provision pour crise majeure, celle qui nous a permis d'agir face aux crises dans des délais très courts. Puis en matière bilatérale, certes, l'ambition sera revue, mais les ambassades pourront encore lancer des projets via les fonds Équipe France que j'évoquais tout à l'heure, un outil qui a fait la preuve de son efficacité. Les moyens attribués à des opérateurs pour mettre en œuvre des objectifs spécifiques, tels qu'Expertise France pour déployer un réseau d'experts techniques internationaux ou à l'international, ou encore France Média Monde pour lutter contre la désinformation, seront préservés et donc en hausse en 2025. Les crédits délégués à l'Agence française de développement, qui constitue le bloc le plus important au sein du programme 109, seront nécessairement impactés par les réductions budgétaires. Les moyens dédiés au projet de l'AFD en subvention connaîtront une baisse d'environ 250 millions d'euros en autorisation d'engagement. Ces réductions seront moindres en crédits de paiement qui sont liés à des engagements contractés lors des années antérieures. Là encore, il faudra prioriser dans la programmation de l'agence sur le plan géographique comme thématique. Enfin, en matière multilatérale aussi, nous devrons prioriser. Ces moyens nous permettent de nourrir nos partenariats avec les agences et organisations des Nations Unies, ainsi qu'avec d'autres organisations multilatérales régionales. Ces moyens garantissent l'influence française au sein des organisations financées. Ils portent des projets qui correspondent aux priorités portées par la France. Cette ligne sera en diminution de 225 millions d'euros en crédit de paiement par rapport à la loi de finances initiale 2024, s'élevant donc à 571 millions d'euros. Cet effort de hiérarchisation et de priorisation, mesdames et messieurs les députés de la Commission des Affaires étrangères, j'entends bien vous y associer étroitement et je proposerai au président Bruno Fuchs que nous puissions ouvrir très prochainement un dialogue en ce sens. S'agissant du programme 110, toujours l'aide publique au développement, qui est mise en œuvre par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, il connaîtra une baisse de 617 millions d'euros en crédit de paiement par rapport à la loi de finances initiale 2024, le plaçant à 1,7 milliard d'euros, ce qui reste donc une hausse de presque 80% par rapport à son niveau de 2017. Les autorisations d'engagement du programme sont préservées afin notamment de faire face à la reconstitution de l'AID, le fonds de la Banque mondiale dédié aux pays les plus pauvres. Pour finir, 2 programmes complètent la mission d'aide publique au développement, j'ai bientôt terminé. Le programme 370 sur la restitution des biens mal acquis, ainsi que le nouveau programme 384, dont je n'ai aucun doute nous allons parler, remplaçant le Fonds de solidarité pour le développement. 370, c'est le programme budgétaire sur les biens mal acquis qui a été créé en loi de finances pour 2022. Placé sous la responsabilité du ministère des Affaires étrangères, ce programme vise à restituer aux populations concernées sous forme de projets de coopération et de développement les recettes issues de la cession de biens mal acquis par l'Agence de gestion et de recouvrement des biens saisis et confisqués. En 2025, un montant prévisionnel de 140 millions d'euros est prévu sur le programme. Il permettra de restituer aux populations guinéo-équatoriales et nigérianes des biens saisis. Et j'achève ma présentation de la mission APD en évoquant le Fonds de solidarité et de développement, programme 384, auquel nous sommes tous attachés. Il s'agit en effet d'un dispositif de financement innovant qui permet de dégager des ressources supplémentaires pour l'APD grâce à l'affectation du produit de la taxe de solidarité sur les billets d'avion et à une fraction de la taxe sur les transactions financières. Comme vous le savez, les dispositions de la loi organique du 28 décembre 2021
ont rendu nécessaire une évolution de ce dispositif. Nous avons mené, avec la Direction générale du Trésor et la Direction du budget, une analyse juridique détaillée qui a été confrontée à l'avis du Conseil d'État. Cette analyse nous a conduit à retenir parmi les options envisageables celle de la rebudgétisation des 2 taxes, couplée à la création d'un programme ad hoc, le programme 384, que nous avons dénommé Fonds de solidarité de développement, pour marquer sa continuité avec le dispositif applicable jusqu'à la fin de cette année. Ce programme sera doté de crédits à hauteur de 738 millions d'euros, soit exactement le même montant que celui correspondant jusqu'à présent aux sommes provenant de la taxe de solidarité sur les billets d'avion et la taxe sur les transactions financières qui étaient affectées. Je précise que ce programme sera exempt de toutes les mesures de régulation budgétaire, mise en réserve initiale sur gel. Il s'agit donc d'une ressource disponible exactement au même niveau qu'actuellement. Je redis de la façon la plus claire possible au nom du gouvernement pour répondre à d'éventuelles et légitimes inquiétudes. La ressource du FSD sera maintenue dans la durée au même niveau qu'aujourd'hui. Le principe de l'affectation des taxes demeure donc politiquement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, pardon pour cette présentation un peu longue, mais je crois qu'il était important que je puisse le faire devant vous. Vous pouvez compter sur ma détermination pour assurer la meilleure utilisation possible des moyens qui nous sont alloués. Je vous remercie de votre attention et me tiens à disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci pour ces éclaircissements, souvent très très précis. Merci également pour la méthode que vous proposez de collaboration avec cette commission. Et dans un budget de rigueur, je pense que vous avez bien expliqué qu'il ne s'agit pas de réduire du même pourcentage l'ensemble des actions de la France, mais qu'il y a des choix qui ont été opérés. Et je pense que les commentaires et la créativité, les propositions des membres de la commission permettront d'enrichir votre réflexion et peut-être de compléter les propositions que nous ferons pour le projet de loi de finances 2025. La parole à présent